merci de ton invitation renouvelée. Oui, bah, du coup, c'était une parfaite transition pour dire qu'on continue quand même à faire de l'imagerie et de l'imagerie multimodale. Je pense que je pourrais juste répondre oui et partir, mais je vais essayer de développer un peu plus. Pour passer les diapos, c'est ça. Ok, je vais aller assez vite. Vous savez que l'autofluorescence du fond d'œil, c'est la visualisation de la lipofuscine, qui est un marqueur fonctionnel du renouvellement des segments externes des photorécepteurs, que ça reflète l'état de l'épithélium pigmentaire et des photorécepteurs. Je peux avoir mes diapos? Merci. C'est l'IA. Ça, c'est un examen d'autofluorescence classique, normal, dont vous avez l'habitude, certes de très bonne qualité, parce que probablement sans aucun trouble des milieux, ce qui est quand même un des facteurs limitants quand il y a un problème de cornée ou de cataracte. Les anomalies de l'autofluorescence du fond d'œil, elles sont multiples. On a l'autofluorescence augmentée par un turnover augmenté des segments externes des photorécepteurs, ou d'autres, diminués à cause de la réduction de la densité, enfin l'atrophie de l'épithélium pigmentaire, ou absent par atrophie ou mort cellulaire. Je ne saurais que vous conseiller de lire cet article passionnant, qui est une revue et une proposition de classification, notamment portée par Sarah Mregen, Eric Souyad, Alain Godric et Yves Cohen, sur les dépôts autofluorescents, qui analyse non seulement les différentes possibilités de présentation de ces dépôts, mais aussi des différents mécanismes qui peuvent expliquer ces dépôts hyper autofluorescents. Je ne vais pas tout vous détailler ici, et je vais vous montrer des exemples d'utilisation princeps majeure de l'autofluorescence. La DMLA atrophique, on le sait depuis longtemps, c'est une manière d'imager et de suivre l'évolution, voire le pronostic de cette atrophie géographique, avec cette présence de cette zone hyper autofluorescente autour de la zone hypo-autofluorescente, avec un rythme de progression souvent lié à la présence de cette zone jonctionnelle hyper autofluorescente. Donc une idée du pronostic, difficile d'évaluer la rapidité, mais l'intelligence artificielle a bien œuvré et œuvre toujours. On sait que dans la DMLA atrophique, les nouvelles classifications se sont vraiment intéressées à la classification OCT, et il y a des corrélations entre cette OCT et l'autofluorescence, avec la présence de mottes hyper réflectives en OCT et cette zone jonctionnelle hyper autofluorescente en bande, parfois la conjonction des deux aspects. Un autre papier passionnant, notamment porté par le docteur Querques, qui montre vraiment avec l'intelligence artificielle une tentative d'explication même de la physiopathologie de l'atrophie en corrélant l'autofluorescence, signant l'atteinte de l'épithélium pigmentaire, et en corrélant avec ce que deviennent les photorécepteurs au fur et à mesure de l'évolution. Structure, fonction, toujours l'importance de l'autofluorescence. On a des anomalies de sensibilité au niveau de cette zone de jonction et des anomalies micropérimétriques. Donc important pour le diagnostic, le pronostic, comprendre ce que nous disent les patients, parce que parfois on a tendance à balayer assez vite ces pathologies, mais il faut vraiment s'y attarder. C'est là quand même la grande majorité des DMLA. La DMLA et la néovascularisation d'un papier anglais qui montre que l'hyper-autofluorescence initiale est un facteur de mauvais pronostic. Idem pour l'œdème maculaire, probablement dû au début d'altération de l'épithélium pigmentaire avant l'atrophie de celui-ci. Évidemment, toutes les pathologies liées à la pachychoroïde et les CRSC chroniques, dont on connaît les aspects avec ces coulées gravitationnelles, parfois hyper autofluorescentes parce que la présence d'un liquide sous-rétinien ou les altérations chroniques de cet épithélium pigmentaire, et puis l'hypo-autofluorescence due à l'atrophie au fur et à mesure de l'épithélium pigmentaire. Et donc ces aspects variables corrélés à l'aspect de l'OCT et à l'intégrité de l'épithélium pigmentaire. Évidemment, on connaît l'intérêt dans les maladies de type rétinopathie, maculopathie de Best, avec cette hyper-autofluorescence du matériel, dans d'autres pathologies dégénératives type Stargardt, avec ces flex qu'on voit en hyper-autofluorescence. Bien entendu, c'est aussi l'examen de référence dans les toxicités aux antipaludéens de synthèse, ne pas oublier, c'est un examen facile, et on voit ces premiers signes, les anomalies de l'autofluorescence péricentrale qu'on voit dès l'apparition de la toxicité, et bien évidemment dans les maladies inflammatoires, avec cette hyper-autofluorescence du MUDS. Je
je dois ces images à Benjamin Wolf, à la phase précoce avec une amélioration au bout de quelques mois. Pareil dans d'autres pathologies inflammatoires avec cette présence de l'hyperautofluorescence qui signe un peu la récidive inflammatoire et qu'il faut surveiller au cours de l'évolution. Bon, après, je prêche un peu pour ma paroisse. Le pigment orange qui signe donc cette accumulation de lipofuscine et qui est un des facteurs de risque d'évolutivité dans les névis suspects. Évidemment, un gros mélanome, c'est pas forcément ce qu'on cherche, mais en tout cas là, et on voit ce patient avec une progression de la lésion névique. Et juste pour la beauté du geste, cet amartome astrocytaire un peu magique de l'hyperautofluorescence due à la calcification de cette lésion. Et puis ensuite, ça sert dans beaucoup de choses. Dans la PAM notamment, on a cette hypoautofluorescence toute petite, juxtamaculaire. Et puis pour surveiller vos lasers, tout simplement, en grand champ pour le coup, c'est très simple de voir où est-ce qu'il y a des impacts. Ça, c'est sur une rétinopathie radique après irradiation. Je n'ai cessé de vous montrer des images d'autofluorescence, mais toujours corrélées avec un peu autre chose. Et puis, il y a cette ICG quand même. Alors, historiquement, on l'utilisait beaucoup. Moi, j'ai commencé mon internat sur les lésions néovasculaires et les vasculopathies polypoïdales. Depuis, l'OCT angiographie est arrivé par là. Du coup, on se dit, bon, est-ce que ça sert toujours? Ah ouais, ça sert toujours. Et pareil, je vous conseille vraiment de lire ce papier assez fou et extraordinaire sur les lésions hypofluorescence en ICG, cette revue de la littérature qui nous dit que vraiment ça sert toujours et qu'il faut s'en servir. Dans l'hémangiomes choroïdien, on connaît cette fameuse hyperfluorescence en ICG au cours de la séquence et puis cette hypofluorescence tardive qu'on appelait washout et qu'on voit là très bien, qui correspond un peu à cette zone hypo-autofluorescente due aux anomalies de l'épithélium pigmentaire et qu'on ne retrouve pas à chaque fois. Donc c'est un signe probablement de la présence d'un hémangiome choroïdien. Ici, vous voyez l'imprégnation de cet hémangiome à gauche avec cette hypofluorescence tardive à 45 minutes après injection. Puis quand chez ce patient, on regarde l'œil droit, il y a aussi un petit hémangiome qui était pas visible en autofluorescence et qui ne donne pas d'hypofluorescence en ICG. Donc ça, qui témoigne vraiment de l'importance de l'altération de l'épithélium pigmentaire, que ce soit sur l'autofluorescence ou sur l'ICG tardif. Je vais finir, évidemment, dans la CRSC, l'importance de l'ICG pour envisager le traitement, notamment par photothérapie dynamique sur ces zones hyperfluorescentes au stade intermédiaire et tardif. Pareil, l'importance de cette ICG sur les pathologies inflammatoires et cette zone hypofluorescente en ICG qui signe cette zone en OCT où il y a une disparition de la zone ellipsoïde et l'altération de l'épithélium pigmentaire, ainsi que dans le MUDS où on voit très bien ces taches hypofluorescentes tardives au stade précoce et intermédiaire du MUDS avec une normalisation. L'importance aussi de l'ICG pour guider la thérapeutique dans des pathologies telles les TELCAPS, dans les OVCR, dans les rétinopathies, les maculopathies diabétiques. Et là, c'est un patient post-irradiation pour mélanome, avec la possibilité de réaliser du laser tel du Navilas. Et dernier exemple de l'importance de l'ICG, la présence ici de métastases choroïdiennes qui, vous savez, ont la spécificité d'être hypofluorescentes à toutes les séquences de l'angiographie ovaire d'indocyanine, couplée à ce signe pathognomonique du lumpy bumpy en OCT, signe le diagnostic de métastase jusqu'à preuve du contraire. Alors, est-ce qu'il reste une place? Je pense que vous avez compris que mon message est oui. C'est une aide au diagnostic, évaluation du pronostic pour certaines pathologies. Ça permet une orientation thérapeutique, notamment pour la photothérapie dynamique ou le laser, le suivi pour des pathologies inflammatoires. Mais pour rappel, je pense que vous avez bien compris le message qu'on travaille bien qu'en combinant toutes ces méthodes d'imagerie quand on en a besoin. Merci beaucoup. Merci Sarah. Vous avez des questions maintenant? Est-ce que vous avez des questions à Sarah pour ce magnifique sujet? Oui. Il a une place dans le diagnostic. Est-ce que tu le conseilles également dans le suivi? Non. Non.
Non, dans le diagnostic, oui. Après, le diagnostic de l'hémangiome, il est clinique. Vraiment, c'est une lésion orangée, soit-rétinienne, typique, échographique, avec cette hyper-échogénicité. On peut même faire du Doppler. Moi, j'ai pas besoin de l'ICG, ce d'autant plus que cet effet washout, finalement, il peut ne pas exister dans près d'un quart des cas, notamment quand l'épithélium pigmentaire est intact. Donc, c'est pas parce que je retrouve pas le washout. Par contre, ce qui est assez certain, c'est ce remplissage progressif angiographique avec la visualisation des vaisseaux dilatés à l'intérieur de cette lésion, entre guillemets. C'est pas une lésion tissulaire, c'est vraiment une dilatation des vaisseaux. Merci. On peut dire que c'est plus dans la DMLA où l'OCT en joue a un peu cannibalisé l'ICG, ça on peut le dire. Donc ça réduit les indications, on en fait moins en DMLA de l'ICG. Mais ça nous il y a tout le périmètre des tumeurs et des... Ah, c'est le théâtre. C'est le théâtre. Il y a moins dans la DMLA, mais plus dans les choroïdites, plus dans les tumeurs, plus dans les points de fuite, plus dans les hyperméabilités choroïdiennes, plus dans les pachychoroïdes, et plus dans ces pathologies de rupture des barrières. Et donc c'est vrai que pour ce qui est de l'aspect pratique, ICG a un peu fait marche arrière dans les cas de DMLA. Le reste, c'est resté très, très présent. Mais je dirais même que ça a augmenté dans les autres cas, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va... Enfin voilà, on a commencé à... Comme la DMLA, le diagnostic de DMLA, le suivi de DMLA, c'est un peu simplifié finalement, et ben, on a pu passer plus de temps sur les autres pathologies à analyser la sémiologie fine, je pense. D'autres questions? Bon. On va enchaîner, on va laisser la parole à Joël.